Yorana, Cotonui, notre beau Fénois, abrite une biodiversité unique au monde, mais aussi fragile. Entre espèces menacées et écosystèmes en danger, des initiatives locales se mobilisent pour préserver ce patrimoine vivant. Nous allons en parler aujourd'hui avec Temehani Chand, qui est chef de projet à l'AREMP, l'Association pour la recherche sur les écosystèmes mésophotiques et profonds, à l'origine de l'initiative Temau Itero Tefeia Ravaai Yorana. Yarana. Et Kimi Nui, assistante de communication à la Société d'ornithologie de Polynésie, la SOPMANU, impliquée dans le projet Livestock Extinction Yorana. Yarana. Mettant aujourd'hui en valeur le travail de ces organismes qui luttent pour notre nature, c'est tout de suite dans Manava, votre émission Info Service. La Polynésie française, le Fénois, fait partie des points chauds mondiaux de la biodiversité avec un fort taux d'espèces endémiques, notamment chez les oiseaux par exemple. Pourtant, plusieurs espèces de ces oiseaux sont aujourd'hui menacées d'extinction, principalement à cause des espèces envahissantes comme le rat noir. Le projet Livestock Extinction vise justement à protéger ces espèces en parallèle des initiatives comme celle de l'AREMP qui associe les pêcheurs et les scientifiques pour mieux comprendre et protéger les écosystèmes marins, notamment les requins. Justement, Temehani, je me tourne vers toi. La faune sauvage, elle est aujourd'hui particulièrement vulnérable. Est-ce que tu peux nous faire un rappel du pourquoi? Déjà, la faune, en général, elle est vulnérable pour moi, enfin à mes yeux, à cause de l'homme. L'homme, la pollution, il y a le réchauffement climatique. Après, si on rentre dans les requins, il y a la surpêche, les trucs comme ça. Ah, même les requins sont comment dire, sensibles à tout ce qui est surpêche et autres. Et je suppose qu'ils se font attraper sans faire exprès. Il y a de la pêche accidentelle, effectivement, mais il y a aussi il y a le commerce des ailerons toujours en Asie qui est toujours d'actualité. Et puis, ça peut les impacter énormément. Ça impacte énormément la population. Vu qu'on parle de menaces, je me tourne vers toi, Kimi. Quelles sont les principales menaces qui pèsent aujourd'hui sur les espèces d'oiseaux? Alors, on parle de la gallicolombe érythroptère, le turuturu, le puffin de Rapa et bien d'autres. Ça va être quoi leurs menaces? Que le rat noir ou bien d'autres? Oui, les menaces sont extrêmement diverses. Ça peut être les plantes, ça peut être les animaux, ça peut être l'homme et des fois aussi le manque de connaissances. Ce qu'il faut comprendre avec les espèces en général, que ce soit marins ou terrestres, les espèces envahissantes comme le rat vont être ils vivent pas longtemps, ils se reproduisent vite, mais ils meurent vite, rapidement, mais ils meurent vite. Alors qu'au contraire, les espèces endémiques, donc les espèces locaux, ont une autre stratégie. Ils vont produire peu, un œuf, par exemple, pour les oiseaux, un œuf par an, mais ils vont vivre plus longtemps, certains plus de 16 ans. Donc oui, les espèces locaux vont miser sur la qualité plutôt que la quantité, ce qui les rend justement plus vulnérables face aux espèces invasives. Quand on ne le sait pas, quand on n'est pas proche de ce genre d'initiative, parfois on ne se rend pas compte. Par exemple, Temehani, j'ai appris récemment que certaines espèces de requins se rapprochaient du bord, des littoraux pour pouvoir s'accoupler, ou pour les bébés, par exemple. Ça peut représenter un risque. Par exemple, on parlait de pêche tout à l'heure, ou quand on ne connaît pas, quand on a peur, les requins, ça a souvent ce background, cet historique de « oh là là, ça fait peur, ça va nous attaquer ». Tout ça, ça peut représenter des risques. Les risques, le fait qu'ils se rapprochent. Le fait qu'ils se rapprochent, est-ce que ça peut représenter des risques? L'homme risque de toucher leur habitat, de toucher les individus et donc de voir leur nombre baisser rapidement. Déjà, de base, le requin, c'est un peu comme un chien. Quand tu connais pas, ça fait peur. Il y a aussi beaucoup de gestes à savoir ou de gestes à ne pas faire. Par exemple, si tu as un requin en face de toi, tu vas pas nager, faire des splashs, nager très vite pour le fuir? Voilà, pour le fuir. Là, tu auras un comportement un peu de proie, entre guillemets, mais en général, les requins, ils vont jamais t'attaquer, te faire du mal pour rien. Il y aura toujours quelque chose qui a fait que il y a toi qui es allé, par exemple, il y a les chasseurs. Les chasseurs, quand on va, par exemple, flécher un poisson, le requin, il va pas venir t'attaquer parce qu'il a envie d'être méchant. Lui, il va venir attaquer parce que tu es chez lui. Tu viens chercher la nourriture qu'il aurait pu manger. Et puis un requin, faut savoir que
le requin, il va pas lui-même aller chasser. Il attend qu'il y ait des poissons blessés, des poissons malades. Et puis, de base, il veut pas te faire de mal, il veut juste attaquer le poisson. Et toi, tu tires le poisson devant lui, tu le ramènes jusqu'à toi. Et après, il va se dire, ah mince, on me vole ma nourriture, quoi, entre guillemets. Et j'aime bien parce que tout à l'heure, Kimi, tu nous parlais de la méconnaissance parfois. Là, on a un exemple concret. Quand on ne sait pas comment se comportent certaines espèces, on peut faire un petit peu n'importe quoi. Oui, c'est ça. En fait, les requins n'ont pas de main, donc ils utilisent leur gueule comme pour toucher, pour sentir, juste pour tâter, quoi. Pas forcément pour manger. C'est oui, voilà, c'est tout à fait ça. On parlait aussi tout à l'heure des espèces envahissantes. Donc le rat noir, c'est logique, ça va dans le nid, ça mange les œufs, c'est ça? Oui, tout à fait. Même les poussins, ça transmet aussi les maladies pour les hommes. Enfin, pour les oiseaux d'abord, ça mange les œufs, ça mange les poussins, c'est complètement envahi ensuite. Mais il y a aussi d'autres plantes, par exemple des plantes endémiques. Ça aussi, ça peut avoir un impact sur les oiseaux. Est-ce que tu peux nous en parler? Les plantes endémiques, pardon, les plantes envahissantes, excuse-moi. Oui, les plantes envahissantes, bien sûr, on connaît bien Miconia, tulipier du Gabon. Donc, justement, on va dans les vallées pour nettoyer. Donc, on coupe les arbres envahissants parce que, bien sûr, c'est lié justement à la mer. Si on nettoie pas, les tulipiers du Gabon tombent dans les rivières. Du coup, ça crée un barrage. Et quand il y a de fortes pluies, le barrage cède et ça va où? Sur les habitations, ça va dans la mer. Et donc, ça pollue tout, plus de poissons, tout est lié. Oui, après, il y a d'autres espèces encore, hein, on peut en parler, mais on a toute la journée du coup. Oui, pour parler de ces espèces envahissantes. D'ailleurs, on en avait fait une émission entière là-dessus. Mais aujourd'hui, on se concentre sur ces initiatives qui nous permettent de sauver notre faune sauvage principalement. Temehani, ton association travaille donc avec des pêcheurs, des scientifiques. Comment est-ce qu'est née l'initiative Temau Iterau Otefeia Ravaai? Tu peux nous revenir sur la genèse du projet? Donc, en fait, de base, moi, je suis un chasseur sous-marin. Et avec la présidente de l'association, qui est une chercheuse aussi, une docteure en requinologie. Donc, après, on s'est dit, pourquoi pas mêler les pêcheurs à la science? Parce que ça, c'est quelque chose qui n'avait jamais été fait avant. C'est quelque chose de nouveau. Et c'est quelque chose qu'on s'est dit, les pêcheurs, ils sont tout le temps sur l'eau, ils connaissent tout, ils savent vraiment tout. Moi, je connais plein de pêcheurs. Il y a des choses qu'ils savent, mais incroyables. Ils connaissent la lune où il faut aller pêcher, quand il faut aller pêcher, ce qu'il y a sous les oiseaux. Et du coup, c'est comme ça que c'est né. On a pensé que ça serait génial de mêler le savoir des pêcheurs, les savoirs des locaux avec la science, qui est pas c'est un savoir différent, mais une fois liés, ces deux savoirs, ils peuvent apporter un grand savoir, quoi. C'est complémentaire finalement. Voilà, c'est carrément complémentaire et voilà. Je vois que Kimi, tu veux réagir justement à ce qu'il vient de dire? Oui, tout à fait. Je suis totalement d'accord avec ce que tu viens de dire. J'aimerais juste rajouter que justement, à l'époque, comment on savait qu'il y avait une terre, comment on savait qu'il y avait du marin pour les oiseaux marins, mais pareil pour les oiseaux terrestres. Qui plantaient les arbres justement dans les vallées. Ce sont les coucous, ou pas ici, on dit à Tahiti, ou le coco aux Australes. Ce sont les architectes de nos vallées. Quand on est arrivé sur les îles, il n'y avait rien. C'est eux qui ont mis justement les arbres qu'on utilisait pour faire les maisons, qu'on utilisait pour faire les pirogues. Et puis pareil pour les oiseaux marins, on sait où il y a le poisson, on sait qu'il y a une île pas loin. Donc oui, c'est très important de le savoir-faire traditionnel. C'est très important aussi pour aujourd'hui. La dernière fois, on avait justement on devait aller étudier sur une île. Ouais. Et c'est justement les habitants qui nous ont montré, OK, c'est par là que cet oiseau-là passe. Du coup, on a pu poser les caméras parce que justement, le suivi de la population est très important. Population des oiseaux. Donc, les habitants ont pu nous montrer, OK, c'est dans cette vallée qu'il faut aller, c'est sur ce sentier-là que vous allez pouvoir le trouver, les nids ou les champs aussi, quand tu entends les champs dans les vallées.
Donc, oui, tout à fait, lier Cette les connaissance, oui, ancestrale, qui Voilà. peuvent vous servir. C'est un petit peu le principe que vous avez à Life Stop Extinction. Rappelle-nous déjà les grandes lignes de cette initiative et puis surtout comment est-ce que la population permet de pouvoir densifier toutes ces connaissances. Le projet, en fait, on a plusieurs projets qui roulent en même temps. Donc, le projet Life Stop Extinction, pour faire simple, c'est de sauver les oiseaux qui vont disparaître là d'ici sous peu. Et oui, ça revient à restaurer les vallées, suivi de la population et justement travailler avec les habitants. Parce que sans les habitants, ça ne tiendra pas. On peut pas être partout. Notre territoire est vaste. On peut pas être partout. Et de toute façon, c'est logique que ce soit les locaux, les habitants qui soient au courant et travaillent pour leur île, pour protéger leur île. Concrètement, comment ça se passe alors quand on a des scientifiques, des personnes, des chercheurs et de la population? C'est la population qui vient directement à vous? C'est vous qui allez chercher l'information? Comment ça se passe, Temihani? Nous, par exemple, dans notre cas, moi, je passe beaucoup de temps sur les réseaux sociaux ou même en personne, même à les contacter, voir les pêcheurs, leur parler un peu, essayer de les sensibiliser aussi aux requins, leur demander s'ils ont vu des choses... S'ils ont vu des choses qu'ils n'ont pas l'habitude de voir ces derniers temps. Par exemple, on m'a dit qu'il n'y a pas longtemps qu'en ce moment, il y avait beaucoup de requins soyeux à Moorea sur les DCP de Hacha par là-bas. Je passe beaucoup aussi de temps sur les réseaux sociaux à regarder. Ah tiens, lui, il a pêché un requin. Oh, on va lui demander des informations. Où tu as eu ce requin? Où tu as eu le requin? Sur quelle île? À quel endroit? À combien de mètres tu l'as pêché? C'est quoi la technique de pêche? Comme on sait, il y a beaucoup de techniques de pêche, le poito, la traîne. On a même les chasseurs sous-marins aussi qui nous envoient maintenant des informations sur les requins. Ok, donc c'est un partage en fait. Voilà. À la fois vous allez chercher et en même temps l'information vient à vous. Mais tu vois, là on parle de requins. Bon, l'océan est vaste. D'aller chercher ces requins, d'aller chercher ces informations, surtout pour des espèces que l'on dit dangereux entre guillemets, c'est toutes ces difficultés-là qui entrent en jeu dans les projets? Oui, voilà, mais après, c'est pas non plus une si grande difficulté que ça parce que les pêcheurs, ils sont tout le temps à l'eau. Par exemple, tout le temps sur l'eau. Par exemple, les pêcheurs qui pêchent au poito. On connaît les poitos, c'est une bouée avec une ligne qui peut descendre en moyenne, c'est 100 mètres. Les pêcheurs, ils pêchent à 100 mètres, mais ils peuvent aussi pêcher jusqu'à 400 mètres. Et ils font ça tous les jours et parfois, malheureusement, des fois, il y a de la pêche accidentelle. Des fois, ils remontent des requins, ça peut être de la déprédation. Le requin, il est venu manger le poisson qu'il y avait sur la ligne ou il est tout simplement venu manger l'appât qu'il y a sur la ligne. Et ça nous permet de connaître plein de choses, de savoir où les requins se situent. Ah, tiens, là, au large à Roué, par exemple, on savait pas, mais il y a des requins renards. On a 3 pêcheurs qui nous ont remonté 3 requins renards. Et on s'est dit, voilà, là, au moins, on sait qu'il y a des requins renards. Ça pourrait être une zone où, ils habitent, quoi. Idem pour les oiseaux, je suppose, Kimi, le fait qu'ils se cachent, le fait qu'il faut parfois attendre des heures pour choper un oiseau. En plus, c'est tout petit, donc tu sais pas si c'est un mâle, une femelle, combien est-ce qu'il y en a. Toutes ces difficultés-là rentrent en compte dans le projet Life Stop Extinction. Oui, tout à fait. Et c'est pour ça que, comme on disait tout à l'heure, l'implication des habitants est très importante. La lutte aussi contre les espèces endémiques envahissantes, dont on parlait tout à l'heure, qui doit être complexe. Quand est-ce qu'on peut intervenir, qu'on ne peut pas intervenir, puisqu'il faut quand même laisser la nature faire son chemin. Et puis surtout, parfois, si on revient sur le Miconia, il y a une manière de retirer le Miconia pour éviter qu'il envahisse encore plus le terrain. Toutes ces connaissances-là sont importantes à pouvoir transmettre à la population. Oui, tout à fait. Mais après, il y a justement des experts, notamment Jean-François Buteau, qui nous amène en vallée, qui nous explique, qui nous montre. Et justement, quand on voit, on comprend. Et quand on comprend, on peut protéger, on arrive à protéger. J'ai un autre exemple qui me vient à la tête, ça allie un scientifique et les espèces envahissantes. À Fatouiva, il y a le Omaokeke, le monarque de Fatouiva, qui est en danger critique d'extinction. Il n'en reste plus que 16. Et sur les 16, il n'y a que 3 femelles. Ok.
Donc, bon, il y a bien sûr la lutte contre les chats, les rats, les plantes envahissantes, les cochons aussi, les cochons sauvages. Il y a aussi un autre ennemi, menace, on va l'appeler, c'est le moustique. Comme pour nous, le moustique nous transmet des maladies, mais aussi pour les oiseaux, les maladies aviaires. Donc, avec l'ILM, on travaille ensemble, les scientifiques viennent sur Fatouiva, ils stérilisent les moustiques mâles pour stopper leur développement, quoi, le contrôle de la population des moustiques. Alors, tu vois, là, on parle de quelque chose qui est assez intéressant, c'est-à-dire que le moustique, on ne sait pas forcément, enfin, ceux qui ne le savent pas ne peuvent pas trouver ça forcément pertinent. Heureusement qu'on a ce genre d'informations. Est-ce que le manque de sensibilisation, ça peut freiner certaines actions de protection de personnes qui diraient, mais qu'est-ce que vous faites? C'est n'importe quoi, alors juste qu'il y a juste une méconnaissance? Oui, ben, tout à fait. Quand on n'a pas quand on ne sait pas, on ne peut pas protéger, hein, comme je disais tout à l'heure. Surtout dans des territoires isolés, là tu nous parles des marquises, ça veut dire que si on veut protéger tel ou tel oiseau, il faut faire des tests ici sur Tahiti, repartir aux marquises, voir si ça fonctionne. Cette distance, pour vous en tout cas, ça doit être complexe. Pareil pour vous, Temihani, on parle de la Polynésie française qui est large comme l'Europe. Ça doit être complexe d'avoir des informations, des gambiers, des toits à paix et de pouvoir regrouper tout ça, non? Ouais, quand même, assez. Hein. Par exemple, là, dans notre tableau, il nous manque que l'archipel des Australes pour le moment. J'ai réussi à avoir des infos des gambiers. C'est assez compliqué, mais on essaye de faire aussi des petites missions. Par exemple, là, en décembre, on est parti au Raromatei, on est parti à Bora Bora Reatea et on est allé un peu, leur parler du projet, leur demander, comme je te disais, s'il y avait des choses qu'ils voyaient qui étaient incroyables, s'ils n'avaient pas des photos à nous montrer. Et avec ça, par exemple, on a pu apprendre que, par exemple, à Tupai, on a un pêcheur qui est allé à Tupai, qui pêchait au Paru. Donc, il a pêché à peu près à 400 mètres de fond. Il a ramené un requin Echinorenus coquei qui a été découvert en Polynésie pour la première fois en 2023. Ok. Donc, lui, il a réussi à remonter cette bestiole il a fait 3 mètres. Et donc, avec ça, on s'est dit, mais en fait, nous, on a vu ça pour la première fois en 2023. C'était par un sous-marin. Hein. Mais en fait, qui nous dit que les pêcheurs, ils les connaissaient pas déjà bien avant nous? Il y a plein d'autres requins comme ça, requins de profondeur, que eux, quand je leur montre les photos, ils me disent, moi, j'ai déjà eu ça 15 fois, tu vois. Et ça, on trouve ça incroyable. Et c'est pour ça qu'il faut aller de plus en plus loin pour avoir de plus en plus de choses. J'ai l'impression qu'il y a quand même aussi un aspect très culturel, tu vois, par rapport à l'exemple que tu nous donnais. On le sait, à Tahiti, les animaux sont assez importants. Pour certains, sont même des représentations des taura. Est-ce que vous avez eu des retours dans ce sens, surtout pour les requins, par exemple? Oui, on a eu beaucoup moi, j'ai eu plein de gens qui m'ont parlé. Nous, avant, dans notre famille, le parata, c'était notre animal totem. Quand on en voit un, il y a quelque chose de bien qui va se passer. Ou à contrario, il y a quelque chose de mal qui va se passer. Et puis, c'est pour ça que je trouve ça très intéressant parce qu'aujourd'hui, ça se perd un peu cette croyance. Voilà, cette croyance. J'ai beaucoup aussi de pêcheurs qui me disent non, faut pas protéger les requins, ils sont pas bien, ils viennent manger nos poissons. Voilà, et après j'ai envie de leur dire sans requin, il y a rien quoi. Sans requin, il y a pas de poissons. Les endroits où il y a le plus de requins en Polynésie, c'est les endroits où il y a le plus de poissons. Oui, justement, hein, on l'avait déjà dit dans certaines émissions que chaque espèce a sa part dans la chaîne de la biodiversité. Justement, Kimi, là, on vient de parler de ces requins qui ont quand même un aspect assez fort au niveau culturel. Ça doit être la même chose, je suppose, pour les oiseaux qui doivent représenter quelque chose d'assez grand pour certaines îles. Là, en tête me vient le Maroura, la ceinture de plumes rouges. Alors, je ne sais plus c'était quel oiseau, mais pareil, ça permet aussi de préserver ces oiseaux, permet de préserver notre culture d'une certaine manière. C'est ça, tout à fait. À l'époque, on n'avait pas les médias. C'était de l'audio et du visuel. Donc, les chants, les danses, tout ça était très, très, très important pour justement la transmission. Donc, voilà.
Ces espèces sont importantes. Là, Oui. aujourd'hui, avec Livestock Extinction, ça fait plus d'1 an qu'il y a ce projet et on souhaite que ça puisse continuer encore longtemps pour la préservation des oiseaux. Est-ce que tu penses que ça peut être, votre projet peut être comme un exemple pour des projets comme celui de la REMP, par exemple? Ah oui, bah c'est tout à fait ce qu'on souhaite justement et tout est lié, hein, comme je disais tout à l'heure, quand on lutte dans les vallées, ça a aussi un impact sur les océans, sur les coraux. Mhm. Autre chose me vient aussi en tête, c'est comment on sait qu'une île est en bonne santé. Mhm. C'est quand justement tu vois plein d'oiseaux au-dessus de cette île. Ça veut dire qu'il y a à manger sur l'île, il y a à manger dans l'eau. Et oui, Donc voilà. il faut protéger ces espèces, cette faune polynésienne. Justement, ici, il y a certaines espèces d'oiseaux qui ne sont visibles nulle part ailleurs dans le monde. Leur disparition serait irréversible grâce à des initiatives comme le projet de Livestock Extinction ou encore les actions de la REMP. Scientifiques, associations, populations peuvent travailler ensemble pour inverser cette tendance. Protéger la faune sauvage, c'est préserver un équilibre fragile mais aussi essentiel à la richesse du Fénois. Comme d'habitude les amis, on termine avec vos questions express. Kia je suis Agnès Bennett, la fondatrice de l'association Matatohora, docteur en océanologie, et j'étudie les baleines et les dauphins. Matatohora a été créée en 2013, à l'origine pour emmener les enfants des quartiers sensibles pour que eux aussi aient la chance de voir les baleines et les dauphins. Et depuis, on a étendu l'association à de la recherche scientifique, vétérinaire et bien sûr de la sensibilisation, de la communication pour étendre au maximum la protection non seulement de l'océan, mais bien sûr des habitants comme les baleines et les dauphins. Alors, les baleines sont ce qu'on appelle les pompes biologiques dans notre jargon. C'est-à-dire que quand elles remontent, leurs excréments étant très riches en nutriments, ils alimentent l'océan en fait. Et ça participe à la production de phytoplancton. Et le phytoplancton, c'est la base de la chaîne alimentaire. Donc non seulement on protège les baleines, mais en protégeant les baleines, on protège en fait tout l'océan, toute la chaîne alimentaire. Et le phytoplancton est aussi le producteur principal d'oxygène de notre planète. Donc c'est pour cette raison qu'en protégeant les baleines, on protège inévitablement toute la planète. Alors, Odyssey for Life, c'est une expédition océanographique, c'est une première mondiale, avec l'étude des baleines sur toute leur migration au départ de la Polynésie jusqu'en Antarctique. Et là, nous préparons un grand séminaire international, parce que dans Odyssey for Life, il y a des études scientifiques, des études vétérinaires, il y a aussi un gros pôle pédagogique. Nous organisons aussi une thèse de doctorat vétérinaire pour étudier d'un point de vue éthique la recherche, pour respecter justement les baleines, y compris en faisant de la recherche. Et donc c'est une grosse expédition océanographique autour des baleines et dans l'œil de la baleine. On cherche toujours des partenaires parce que c'est un énorme projet. Donc tout le monde est bienvenu. On va ouvrir des logins spécifiques pour nos partenaires sur le site odysseyforlife.org, et y compris pour les établissements scolaires qui auront accès à des données spécifiques que l'on va pas forcément publier immédiatement, mais nos partenaires auront accès à toutes ces données. Alors le fait que le projet soit sélectionné pour un colloque international qui est le rendez-vous des chercheurs spécifiquement sur les cétacés nous a vraiment encore plus motivés. C'est une reconnaissance scientifique énorme puisqu'il y avait 1940 contributions scientifiques, 270 experts scientifiques ont examiné chaque contribution et on a été retenu. Donc je pars bientôt en Écosse pour présenter les résultats de notre première expédition de 2025.
Et on termine avec 2 sites pour vous aider, pour vous renseigner sur ce genre de sujet. On va commencer par manu.pf, le site de la Société d'ornithologie de Polynésie, la SOP Manu, qui œuvre pour la protection des oiseaux sauvages et leurs habitats naturels, sensibiliser la population, les scolaires à la biodiversité et aux enjeux environnementaux. Ça passe par quoi? Par le sauvetage et le soin des oiseaux marins blessés ou échoués, la protection d'espèces très menacées. On a parlé du monarque de Tahiti, du monarque de Fatuhiva, la restauration d'îles et d'habitats naturels pour favoriser la survie des oiseaux. N'hésitez pas à aller faire un tour sur leur site internet. Et puis on parlait de la REMP un peu plus tôt, avec comme représentant Tehani ici présent. Alors sur sa page Facebook, la REMP parle de leur action. Récemment, ils sont partis à l'université pour parler de l'importance des sciences participatives pour la recherche. Il y avait Mehani, Clémentine et même Jessica, la biologiste Kizozot qu'on adore, des campagnes, des projets, des initiatives. En veux-tu, en voilà. En tout cas, une page très inspirante. Et voilà les amis, c'est déjà la fin de notre émission. Temihani, merci beaucoup d'être venu nous parler des requins. On voit que c'est une passion pour toi finalement. Maruru à toi. Hein? Et merci beaucoup d'être venu Kimi pour nous avoir parlé de votre point de vue aussi et de Live-Stop Extinction. Maruru. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission. En attendant, bonne soirée sur TNTV. Maururu itotatou faririra trahoma parhana.